aujourd'hui, on va parler de ChatGPT, c'est pour réagir en fait à tout ce qui se passe dans le monde de l'éducation par rapport à cette thématique. Alors d'un côté, on a ceux qui interdisent, hein, qui sont arrivés très vite. Les premiers, c'est les écoles de New York. On dit jamais chez nous, il n'y aura pas ce truc. Et de l'autre côté, c'est plutôt ceux qui se questionnent sur comment utiliser ça, comment l'utiliser pour exercer l'esprit critique chez nos étudiants, qui est une des compétences que l'on connaît et qu'on doit exercer chez nos étudiants. Et puis, bah, entre deux, il y a un grand flou où on est plein de bonne volonté, nous, en tant qu'acteurs de l'enseignement, de savoir est-ce qu'on va l'utiliser, est-ce qu'on ne va pas l'utiliser, est-ce qu'on va l'utiliser pour nous simplifier la vie, est-ce qu'on peut croire ce qui se raconte, enfin voilà, à quoi vont nous servir ces nouveaux outils. Je dis ces nouveaux outils parce que finalement, on a parlé de ChatGPT parce que pour nous, c'était cool pour attirer du monde, hein, c'était un joli buzzword, mais c'est clair que c'est de manière globale, plus globale, l'intelligence artificielle qui nous intéresse. Alors, Esteban, peut-être je te laisse te présenter en quelques mots et commencer ton propos. Je pense que tu es plus pertinent que moi pour le faire. Bien sûr, merci beaucoup Nathalie. Je vais essayer d'abord de partager mes slides. Alors, on va voir si ceci fonctionne. Nous, on a une foi dans la technique et d'ailleurs, ça marche parfaitement. Ça marche bien, parfait. Là, on dit que l'informatique, c'est bien quand ça marche, mais quand ça ne marche pas, voilà. Alors, donc si vous pouvez voir les slides, on va voir si... Naviguer, parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être ici pour partager ce moment en fait, ici avec vous et de discuter en fait, sur l'intelligence artificielle et ChatGPT en particulier. Avant tout, j'aimerais d'abord juste remercier Loïc Berthaud et Nathalie Sarrazin pour cette invitation. Loïc et moi, nous sommes connus au Collège des Creusets à Sion et c'est toujours un plaisir de revenir en Valais, même si c'est virtuellement. Merci aussi André pour l'échange constructif en amont de cette présentation. Il a généreusement offert son expertise technique sur l'intelligence artificielle. Si à quelques moments vous avez des questions techniques aussi, André est disponible et il a mis à disposition son savoir et sa connaissance. Merci beaucoup André. Alors, je vais commencer juste par une petite présentation puisque Nathalie, vous avez dit, je commence par là. Alors, je m'appelle Esteban, Esteban Villard, j'ai grandi en Valais, ici à Sion, et j'ai obtenu ma maturité scientifique au lycée-collège des Creusets. Et après un bref parcours à l'EPFL, j'ai étudié l'économie de développement, la philosophie, et puis je suis actuellement candidat doctoral à l'École Polytechnique à Zurich. À part ça, j'ai eu quelques expériences professionnelles en tant qu'économiste et d'analyste de données, et je travaille aujourd'hui pour une boîte de cryptographie. Alors, de quoi allons discuter aujourd'hui? J'aimerais pouvoir commencer par quelques mots sur le fonctionnement de l'intelligence artificielle et ensuite pouvoir brièvement introduire quelques remarques philosophiques sur la nature de l'intelligence artificielle et sur la nature du savoir qu'elle génère. Ceci me permettra de prendre un peu de recul après et de discuter de notre relation à la technologie dans la vie de tous les jours, et puis après de pouvoir étendre la discussion au monde de l'éducation. Ça me permettra d'introduire une subtile différence ici que j'appelle en fait, l'intelligence artificielle, celle dont on parle de ChatGPT, et l'intelligence artificielle qui, je pense, à mon avis, est plus commune et puis qui nous permet en fait, d'étendre la discussion sur la place de ces outils en société. Finalement, et puis au vu de ces observations que j'aimerais pouvoir introduire, j'aimerais peut-être proposer d'étendre la notion d'authenticité. Si je comprends bien, et ici c'est aussi là où mon domaine d'expertise s'arrête, la notion d'authenticité est centrale dans le domaine de l'évaluation en pédagogie. Donc je pense que d'attaquer ou de reconsidérer ce concept nous permet aussi d'engager la discussion de la place de l'intelligence artificielle dans le monde de l'éducation. Si à n'importe quel moment vous voulez intervenir, poser une question, je vois que j'ai le chat ouvert ici, ou juste ouvrir votre micro, faites-le, j'ai aucun problème avec ça. Alors, ChatGPT et l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, ChatGPT fait partie de ce qu'on appelle les modèles génératifs. Ils font partie de ces modèles, ces programmes qui nous permettent non seulement de générer du texte ou du code,
comme certains produits comme ChatGPT, Bard de chez Google, ou bien il y a quelques jours GitHub Copilot qui permet d'essentiellement programmer avec l'aide d'une intelligence artificielle. Elle permet d'aujourd'hui de générer des images. Il y a des modèles comme Midjourney ou DALL-E 2 qui ont été créés par OpenAI qui permettent de générer du contenu artistique plutôt convaincant et plutôt esthétiquement plaisant. Il y a aussi des modèles génératifs qui permettent de créer de la musique. Donc, il n'y a pas nécessairement de domaine pour l'instant où on voit que l'intelligence artificielle ne pourrait pas créer du contenu. Il y a beaucoup de contenu qui peut être créé. Et ces modèles sont plutôt performants. On l'a vu avec ChatGPT. Ils surprennent, ils fascinent. Et je crois que ça se transmet très bien sur la courbe d'adoption de ChatGPT. On l'a vu qu'en quelques jours, il est passé de 1 million à 100 millions d'utilisateurs. On n'a jamais eu ça dans l'histoire de l'adoption de la technologie, que ce soit Netflix, Facebook ou bien Instagram. ChatGPT a battu tous les records d'adoption. Alors, et nécessairement, ça pose des questions, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Quelle est la place de l'intelligence artificielle? Faut-il s'en méfier? Faut-il se réjouir? Ou ça permet justement d'évaluer toutes ces questions. Alors, brièvement, j'aimerais vraiment de façon très générale couvrir comment fonctionnent les modèles génératifs comme ChatGPT. 3 points que j'aimerais mettre en avant. D'abord, les intelligences artificielles requièrent et demandent une quantité astronomique de données. Ces données peuvent être annotées pour des buts spécifiques, comme la génération de texte, la génération d'images, mais en fait, il faut une quantité astronomique de données. Et ces données, on va le noter, ce n'est pas le propos de cette conversation, généralement, elles sont annotées par des êtres humains, et qui sont souvent en fait exploités pour la notation. Et puis peut-être une petite anecdote, vous-même avez peut-être été un peu exploité pour la notation de ces données, mais vous ne le savez pas. Lorsque vous essayez de remplir en fait un test CAPTCHA, vous savez ces tests sur Internet où on vous dit que vous devez prouver que vous n'êtes pas un robot. Sélectionnez toutes les images où il y a un vélo, par exemple. Ceci, en fait, est un exercice non seulement pour reconnaître que vous n'êtes pas un robot, mais en fait, c'était aussi, dans le back-end, un exercice d'annotation des données. Et dans la vie de tous les jours, vous participez de temps en temps, en fait, à cet exercice d'annotation. Ces données, que ce soit du texte, des images, des musiques ou ou des vidéos, doivent être encodées. L'ordinateur, au final, ne comprend que du langage binaire, donc une suite de 0 et 1, et ne comprendra pas du texte. Et il faut un modèle de représentation entre deux qui permet de passer du texte à une représentation mathématique qui ensuite sera transformée en code binaire, en code qui peut être lu par l'ordinateur. Il est important de noter que ces données, cet encodage, comme n'importe quel type d'encodage, il y a de la perte d'informations. Nous pouvons, quand on passe d'un langage humain au langage mathématique, il y aura nécessairement une perte d'informations. Mais il y a aussi des informations très intéressantes qui sont capturées par les encodages. Et ici, pour l'exemple du texte en particulier, le texte est converti dans un format ici qu'on appelle vectoriel, le word embedding. Et puis, à partir du moment où on a un format vectoriel, on peut faire des opérations mathématiques dessus. Ce sont des opérations que l'on ferait avec n'importe quel vecteur, avec n'importe quel objet mathématique. Mais pour vous montrer un peu l'intuition de la sémantique qui est capturée par ces représentations vectorielles, on peut faire des opérations telles que roi moins homme plus femme, et ceci donnera le résultat reine. Donc, il semble que ces vecteurs, lorsqu'on fait des opérations avec, capturent un certain sens, non seulement de la syntaxe, mais aussi un petit peu de sémantique. Donc voilà, c'est une observation qu'il y a sur l'encodage des données. Le troisième point que j'aimerais noter sur l'intelligence artificielle, c'est qu'ils sont essentiellement des modèles statistiques de prédiction. C'est leur travail. Et puis encore pour relever pour titiller votre intuition là-dessus sur ce qu'ils font, lorsque vous googlez
une recherche sur Google, souvent, vous auriez des suggestions de la suite de la recherche. Par exemple, quand Noam Chomsky est-il? Et après, Google va vous proposer né, écrit son premier livre, etc., etc. C'est essentiellement un modèle de prédiction. L'intelligence artificielle, tout ce qu'elle cherche à faire, c'est de maximiser la probabilité que ce qu'elle vous présente est correct par rapport à tout le contenu et ces données astronomiques qu'elle a ingérées par le passé. Voilà, donc ceci, c'est essentiellement les 3 points techniques que j'aimerais introduire en fait, sur l'intelligence artificielle et sur leur fonctionnement. Si à partir de là, ceci vous va, on peut passer au point suivant et discuter après de fait, de la nature de l'intelligence artificielle. Et je ne sais pas ici si André, vous avez quelque chose que vous voulez ajouter sur l'aspect technique de l'intelligence artificielle. Si ça ne te dérange, enfin, si ça vous dérange pas, il y a juste quelques corrections assez mineures. En fait, l'un des intérêts de ChatGPT et de famille GPT d'une manière générale, qui les a permis d'être aussi bonnes, c'est qu'ils ne requièrent pas les données annotées par les humains. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont injectés tous les données qui ont pu être collectées sur Internet. Et en fait, au final, la quantité de données pour lesquelles on a besoin d'annotation humaine est assez petite, ce qui est un peu transformatif pour ce modèle-là. Et juste un point par rapport à l'encodage des vecteurs, c'est effectivement l'une des choses qui est le plus contre-intuitif, c'est que le modèle ne comprend pas les mots, elle représente tout par les vecteurs, mais en fait, cette représentation vectorielle, il y a aussi un modèle de machine learning qui les a appris. Les propriétés ne sont pas vraiment émergentes à partir de langage, c'est encore une fois quelque chose qui a fait ce genre d'encodage. Mais mis à part ça, c'est une excellente présentation de l'état de l'art et de l'interface de machine learning avec l'aspect humain. Merci beaucoup, André. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les langages modèles comme ChatGPT ou Godel ou d'autres modèles prennent toutes les données qui sont disponibles pour les conversations Reddit ou bien ce que vous avez produit en fait, sur Internet. Alors, après avoir vu comment fonctionne entre guillemets l'intelligence artificielle, pose des questions. En philosophie, on appelle ça la question ontologique ou la question épistémologique. La première question est qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle, quelle est sa nature? Et la deuxième est la question épistémologique, quel type de savoir elle génère et qu'est-ce qu'on apprend de l'intelligence artificielle? Et ces questions, elles ont intéressé déjà les pères fondateurs de l'informatique, tels que Alan Turing. Je crois une petite image ici. Voilà, je vous conseille un film qui est très sympa sur Alan Turing, The Imitation Game, qui illustre un peu la biographie d'Alan Turing et de son rôle lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Alan Turing s'intéressait déjà sur la question de l'intelligence artificielle et il cherchait à déterminer sous quelles conditions pourrions-nous dire que les machines pensent ou sont intelligentes. Et ici, c'est la citation que j'ai choisie de Turing, une de mes citations préférées. Je pense qu'il relève 2 points avec celle-ci. La première, et puis c'est peut-être me tirer une balle dans le pied en disant que la question « les machines peuvent-elles penser ?» est à son avis trop dénuée de sens pour mériter une discussion. Alors, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, mais j'aimerais peut-être noter la nuance et les 2 interprétations qu'on peut donner en fait, à cette première partie soulignée. La première, c'est effectivement que, en fait, est-ce que les programmes sont intelligents? C'est une question que de sémantique. Dit-on qu'un sous-marin nage? Est-ce que c'est important de dire est-ce qu'il nage ou est-ce qu'il est propulsé? Voilà, c'est peut-être une partie de l'interprétation ici de la citation de Turing. La deuxième interprétation qu'on peut donner, c'est peut-être ici plus philosophique, et elle vient du mot anglais meaningless. Et meaningless, dans le cercle de philosophie de Vienne, avait une signification particulière. Le mot meaningless signifiait que l'hypothèse n'était pas vérifiable. Et dans ce cas, elle ne méritait pas nécessairement de discussion. C'était un point de vue très fermé, mais peut-être pour titiller l'intuition, il est très difficile pour moi, par exemple, de prouver que la personne à qui je parle a une conscience. On voit,
c'est là, c'est devant nous, mais comment empiriquement je peux prouver que quelqu'un est conscient, est un animal conscient? Voilà, je pense que c'est plutôt dans cette optique-là que Alan Turing en fait, a généré cette situation. Ensuite, cette citation, pardon. Merci. Oui. Ensuite, il a quand même continué. Il est parti du principe d'établir une grille de lecture sur comment on pourrait établir si l'intelligence artificielle est intelligente. Donc voilà, il a continué. Si quelqu'un peut éteindre son micro, si, ça pourrait me... Merci. Donc, j'en étais où? Ah oui, la deuxième interprétation, c'est de savoir, en fait, sous quelles conditions peut-on dire que l'intelligence artificielle est intelligente. Alan Turing a mis ce qu'on appelle, ou a présenté ce qu'on appelle aujourd'hui le test de Turing. Vous aurez compris qu'aujourd'hui, on n'évalue pas l'intelligence artificielle avec un test de QI, bien que des gens se sont amusés à faire passer un test de QI à ChatGPT, et je crois que certains ont trouvé qu'il en avait je crois un QI de 81. Je crois que c'est quelqu'un, mais bon, pas grand-chose, mais c'est pas très intéressant. Alan Turing, lui, a proposé un test qui consiste en fait à confronter un humain à un ordinateur lors d'une conversation verbale aveugle. Si la personne n'est pas capable de discerner si elle parle à un être humain ou si elle parle à un programme, alors on peut considérer que le programme a passé le test avec succès. C'est en fait l'essence du test de Turing. Alors maintenant, ce test pose des questions. Est-ce que vraiment ça veut dire qu'une intelligence ou un programme est intelligent? Beaucoup de contemporains de Turing, on va dire, ou peut-être un peu plus tard, ont levé quelques objections à ce test. Le premier, peut-être, c'est celui de Noam Chomsky. Noam Chomsky est aujourd'hui considéré comme un des pères des sciences cognitives modernes, et aussi celui qui a enterré intellectuellement, on va dire, les comportements mentalistes, comme Pavlov. Vous avez peut-être entendu Pavlov qui dit, voilà, avec la fameuse expérience du réflexe pavlovien, quand vous avez une cloche qui sonne, un chien pourra venir et apprendre que ça veut dire que c'est le moment de manger. Voilà, on appelle ça, ce sont des théories comportementalistes de sciences cognitives. Noam Chomsky a enterré un peu l'idée que pour étudier l'être humain, nous n'avions pas besoin de regarder dans le cerveau. Nous n'avons pas besoin d'observer la machinerie qui se passe dans la tête. C'est peut-être intuitif, mais il y avait une trend dans les années 50 de beaucoup de scientifiques d'étudier la cognition qu'en observant le comportement. Pas observant la machinerie qui se passe dans la tête, mais juste de dire, voilà, le comportement est suffisant pour nous dire que, pour avoir en fait une compréhension de comment fonctionne l'être humain. Et Noam Chomsky, en fait, avec un argument assez intuitif et assez simple, qu'il a appelé plus tard le problème de Platon, ou bien appelé aussi l'argument par la pauvreté du stimulus, c'est une observation très simple. Et peut-être, et vous verrez le lien avec l'intelligence artificielle, c'est que un enfant ou n'importe quel être humain, lorsqu'il apprend un langage, son acquisition du langage est sous-déterminée. C'est-à-dire quand il est capable d'apprendre une langue avec une très petite quantité de données. Non seulement il est capable d'apprendre une langue avec une très petite quantité de données, mais un enfant est capable de générer une infinité de phrases qu'il n'aura jamais vues auparavant. Cette capacité-là, cette intuition, c'est ce qu'il appelle la compétence, cette capacité à pouvoir apprendre du langage et à générer une infinité de phrases avec très peu de données, c'est ce qu'il appelle la compétence qui a discerné de la notion de performance, de comportement. À partir de là, Noam Chomsky a un avis très tranché sur le ChatGPT et il le qualifie essentiellement d'un outil sophistiqué de plagiat.
Et pour lui aussi, il l'appelle en fait un moyen d'éviter l'apprentissage. Alors, ça me permet de présenter peut-être une deuxième observation sur l'intelligence artificielle et puis ce qu'on appelle l'expérience de pensée de la chambre chinoise. Elle a été introduite par John Searle et elle était une réaction directe au test de Turing. Voilà. Alors, l'expérience de la chambre chinoise est très simple. Elle dit, si vous me mettez dans une chambre fermée entre 4 murs et que vous me donnez un set d'instructions sur comment répondre à quelqu'un qui me parlait en chinois, et que toutes ces instructions sont parfaitement claires, et que dans cette chambre fermée, je suis capable en fait, d'interagir en chinois sans vraiment comprendre le chinois, ça montre que je suis capable de passer le test de Turing sans nécessairement comprendre le chinois. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui avec ChatGPT. Sauf que, effectivement, ChatGPT n'est pas déterministique, mais il est capable d'avoir une conversation, en tout cas brève, avec un être humain qui est plutôt convaincante, sans nécessairement avoir compréhension. C'est une autre observation qu'on a sur l'intelligence artificielle. Et une deuxième conclusion que John Searle a voulu peut-être introduire là, et puis ici c'est une sorte, je vais le dire comme ça, de fétichisme envers l'être humain. Il va dire non, l'intelligence, la conscience ne sont que n'est que produit par ce qu'on appelle le cerveau. Le silicone, le cuivre n'est pas capable de produire, on n'est pas capable de construire des machines qui un jour seront émergentes et qui auront une conscience, une intelligence. Et c'est sur ce dernier point que j'aimerais en fait prendre un peu de recul pour discuter de notre relation à la technologie. Ici, une source. Alors, donc John Searle a fait essayer comme beaucoup de personnes considèrent que la cognition, donc ce qu'on appelle le cognitif, est le fruit du cerveau. Et c'est ici peut-être le premier élément de discussion que j'aimerais introduire. L'idée qu'aujourd'hui, quand on fait des sciences cognitives, on doit étudier le cerveau. Je pense qu'il y a suffisamment de preuves empiriques aujourd'hui pour souligner que la cognition est quelque chose d'incorporé au moins. Qu'aujourd'hui, quand je parle, j'utilise mes mains, quand je mémorise, je marche. Le processus qu'on appelle cognitif est peut-être pas quelque chose qui est simplement limité au cerveau, mais quelque chose qui s'étend au moins sur tout le corps. Je pense que ceci n'est pas trop controversé. Par contre, ce qui peut être plus controversé, c'est qu'on peut étendre l'exercice et on dit, mais bon, si la cognition est partie du cerveau et on a étendu le domaine d'étude au corps, pourquoi ne pas l'étendre à ce qui est extérieur au corps, à la technologie? Alors, voici une citation de deux philosophes qui ont introduit cette idée. Cette citation représente ce qu'on appelle le principe de parité. Essentiellement, on dit que si un processus, comme la mémorisation, on dirait qu'il était dans le cerveau, en fait, nous ne les hériterons pas à reconnaître comme faisant partie du processus cognitif, alors la partie du monde qui est à l'extérieur, on devrait le dire qu'il fait partie du processus cognitif. Si j'utilise des post-it pour mémoriser en regardant que l'être humain, je vais perdre toute une partie en fait, du processus de l'action intelligente que l'être humain fait. Et peut-être pour relever cette intuition, aujourd'hui, si on vous demande de faire une division, vous serez capable de faire une division bien mieux, bien plus rapidement, si on donne simplement un crayon et un papier. C'est cette intuition de dire que l'intelligence, ou les actions intelligentes qui sont aujourd'hui, elles ne sont pas nécessairement limitées au fait, juste à l'étude du cerveau ou à l'étude du corps. Nous devons étudier tout ceci comme un système hybride. Certains appellent ça un cyborg, que nous sommes naturellement des cyborgs. Nous avons naturellement cette tendance à construire notre environnement pour faciliter au fait, notre action intelligente. Et ceci ne se limite pas seulement aux objets, aussi aux personnes. Peut-être tous les jours, vous pourriez poser par exemple vos questions à votre partenaire, sais-tu où est mon téléphone?
ou distribuer votre mémoire, non seulement entre les objets, mais aussi avec les personnes. Aujourd'hui, les algorithmes, on observe qu'ils remplacent famille, voisins, amis, pour générer des suggestions de partenaires. On sait qu'ils substituent notre mémoire et celle de nos amis, de notre famille. On se souvient plus où trouver l'information que l'information en elle-même. Je sais que sur Google, il y aura de toute façon l'information, je n'ai pas besoin de la retenir, je sais qu'elle est là. On redéfinit notre processus cognitif. Finalement, on voit aussi à Google Maps. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont plus capables de naviguer avec une simple carte, ils ont besoin du mode de navigation de Google Maps. Donc, j'ai ici l'idée de l'intelligence, la vraie artificielle, et cette idée que beaucoup d'actions intelligentes que nous faisons aujourd'hui ont besoin et nécessitent des objets, de la technologie ou des personnes. C'est de pouvoir reculer, puis prendre un peu de recul sur cette notion de penser que l'individu par lui-même doit être capable de tout. C'est pas vrai. Aujourd'hui, la technologie participe à la majorité de nos actions intelligentes. Alors, c'est sur cette observation que j'aimerais pouvoir discuter de la notion d'authenticité. Ici, j'ai une citation de Socrate, de Platon parlant de Socrate. Voilà. Et lui, à l'époque, était très méfiant de l'écriture. Il partait du principe que l'avènement de l'écriture allait rendre les gens bêtes et qu'ils ne pourront pas réfléchir parce qu'ils auront justement cette capacité juste à externaliser l'information sur des supports solides. Platon était très méfiant. Socrate était très méfiant de la technologie en général et ici, l'avènement de l'écriture. Des milliers d'années plus tard, je ne pense pas qu'on puisse considérer que l'écriture est une menace aujourd'hui à notre processus de développement cognitif ou bien même à la performance à notre performance en général. Donc ça pose des questions. Si on part du principe qu'aujourd'hui, les objets, les smartphones, la technologie font partie de nos processus cognitifs, ils sont là et on prend ça pour acquis, ça nous permet peut-être d'étendre un peu la notion d'authenticité. Peut-être avant la notion d'authenticité, pardon, je vais revenir sur juste le standard de neuroéthique. C'est que aujourd'hui, on ne laissera pas quelqu'un faire une expérience, par exemple, sur le cerveau de quelqu'un. On ne laissera pas quelqu'un manipuler le cerveau et les états mentaux de quelqu'un. Mais si la technologie fait partie effectivement de ce qu'on appelle nos processus cognitifs, modifier l'information dans la technologie, enlever la technologie des personnes, est-ce que ça revient est-ce qu'on peut traiter de la façon similaire éthiquement une intrusion dans le cerveau, une intrusion dans le corps de quelqu'un? Si notre smartphone, si notre technologie, si les algorithmes de tous les jours qu'on utilise font partie de nos processus cognitifs et de notre identité, où s'arrête au fait le champ de la neuroéthique? Est-ce que ça s'applique seulement au cerveau, seulement au corps, ou on devrait appliquer les mêmes standards à la technologie, puis ici à l'intelligence artificielle? La deuxième question, justement, sur l'authenticité, c'est l'évaluation. Est-ce qu'une personne est authentique quand elle est juste seule, sans technologie, prise en isolement, comme aujourd'hui on écrit un examen avec un papier et crayon et puis on isole les personnes? Ou est-ce qu'aujourd'hui, non, comme si la majorité de nos actions sont intelligentes, sont assistées avec de la technologie, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt incorporer ces technologies dans l'évaluation des tâches? Pourquoi prendre un système qui n'existe pas en vrai, l'homme ou la femme ou l'être humain en isolation, alors que dans la vie de tous les jours, il utilise la technologie pour toutes ses actions? Et finalement, je pense la dernière question, et c'est rapporté au test de Turing, si les algorithmes sont capables de passer les examens médicaux, un brevet d'avocat, un MBA, est-ce qu'on en apprend plus sur la nature des examens, sur la nature des algorithmes? Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai voulu introduire la discussion sur le test de Turing et sur l'évaluation. Je pense qu'ici, nous en apprenons plus sur les examens, mais c'est aussi l'opportunité pour moi d'ouvrir ici la discussion. C'est là où mon domaine d'expertise s'arrête. Je n'ai pas
d'expertise en pédagogie. Et c'est là que en fait, j'aimerais pouvoir utiliser l'audience pour générer cette discussion. Merci beaucoup, Esteban.